Accompagné ces dernières semaines depuis le Figaro et la façon dont vous voulez remettre plus que jamais, sinon remettre le cidre à l'honneur, en tout cas défendre des cartes du cidre, on va également le voir. Tout d'abord, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, à l'heure de la saga des Presse Café, mais pas seulement, vous avez, je le rappelais, une crêperie à Fougères, votre ville natale, des établissements Presse Café à Cancale, à Paris, en plein Marais, et au Japon. Il y a quelques mois, vous me disiez Bertrand d'ailleurs que votre prochaine idée d'implantation c'était New York. Et puis, je crois savoir qu'en 2011 et 2014, vous avez gagné le prix d'honneur du fooding. J'ai lu également dans d'autres magazines que vous avez gagné un prix fooding. Alors, est-ce que c'est mes confrères qui s'en mêlent un peu entre les prix d'honneur, le prix fooding, 2010, 2011, 2014? Qu'est-ce que vous avez exactement eu? Alors, j'ai eu le prix d'honneur en 2010. J'ai eu le prix d'honneur du fooding en 2010, 10 ans d'anniversaire de ce mouvement, ce magazine de fooding. Mais je n'ai pas eu d'autres prix. Voilà. J'ai eu le privilège d'avoir ce prix d'honneur en 2010. En 2010, ouais. Voilà. Alors, j'aimerais tout d'abord qu'on éclaircisse un petit peu la sémantique, parce que on va voir comment vous aimez tisser des liens entre le Japon, parce que votre épouse notamment eh bien, en est originaire, et comme au détour de 95 et 96, vous avez débuté également la saga d'implantation. Tout a commencé par une crêperie au Japon qui s'appelait La Bretagne ou Le Bretagne. La Bretagne, oui, tout à fait, ouais. En 96. Mais depuis, il y a eu donc d'autres implantations. Qu'est-ce que vous avez décliné sur le continent donc asiatique, le Japon? Mon principal objectif, c'était de partager ma culture bretonne, justement d'implanter et de développer une enseigne de crêperie au Japon. Donc j'ai ouvert en 96 donc la première crêperie qui s'appelait Le Bretagne, pour vraiment bien on va dire, identifier, je dirais, mes origines et justement l'origine de ma cuisine. L'origine de votre cuisine, voilà. Et tout de suite, ça a plu aux Japonais. C'était où d'abord au Japon? C'était dans un quartier traditionnel, le quartier des geishas. Je pense que ça voilà, les geishas, c'est beaucoup de films, de magazines, enfin voilà, ça avait beaucoup de curiosité parmi les médias. Et donc je suis installé dans le quartier traditionnel de Tokyo, au centre nord de Tokyo, où j'ai implanté ma première enseigne. Première enseigne. Après, il y a donc eu, entre-temps, le développement du concept des Presse Café. Là, ça a commencé où? À Cancale, à Paris, avant d'arriver là aussi d'être décliné sur le continent japonais. Comment ça s'est passé? Ça a commencé au Japon avec l'envie un jour de légitimer cette enseigne. C'est-à-dire que j'ai ouvert à Fougères dans la ville natale, puisque c'est la ville de mon cœur. Enfin, voilà, la ville où je suis né, mais ensuite il a fallu légitimer. Vous imaginez à 10 000 km, il faut vraiment qu'on puisse situer une enseigne je dirais avec une cuisine régionale. C'est très difficile et donc j'ai voulu m'installer à Cancale. Et aussi, Cancale, c'est la baie du Mont-Saint-Michel, mais c'est surtout une ville qui, pour moi, je dirais, par rapport à mes origines, qui pour moi résonne beaucoup, puisque je suis un fils de paysan. Et Cancale, c'est une ville de paysans de la mer. Donc pour moi, c'est un lieu privilégié. Effectivement, parce que lorsqu'on découvre la façon dont vous voulez jeter un pont entre le Japon et la Bretagne, ça pourrait apparaître risqué, casse-gueule, pour ne pas le dire. Il y a la concurrence des Espagnols, la concurrence des Italiens, qui arrivent aussi avec des produits à forte pittoresque, à forte typicité. Oui, mais ça, je suis d'accord pour ceux qui sont surfeurs. Je m'excuse, mais bon, dans le métier, il y a des surfeurs, c'est des gens qui surfent sur la mode. Moi, je ne suis pas, enfin, en toute modestie, je n'ai jamais souhaité créer et ouvrir, je dirais, un restaurant pour... j'ai des convictions, des valeurs à partager, ma culture. Je ne suis pas un surfeur. Donc, pour ceux qui souhaitent créer un restaurant peut-être à la mode, effectivement, ça c'est un autre domaine, je ne le maîtrise pas. Vous êtes un traceur qui trace son sillon. Je suis un paysan, je suis quelqu'un qui aime travailler, qui aime partager, qui aime... voilà, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup de conviction. De conviction, d'ailleurs vous dites partager.
je suis un chef d'orchestre et tant que j'ai pas les bons acteurs, je ne développe rien, je n'ouvre rien d'autre. On y reviendra par rapport au restaurant japonais que là aussi vous avez ouvert dans un mouvement pendulaire de balancier après avoir ouvert une crêperie et développé les vrais cafés au Japon, un japonais également à Cancale. Cela dit, si ça vous étonnait de savoir, mais comment les japonais peuvent-ils être séduits par une cuisine à forte typicité telle que la cuisine bretonne, il y a le sarrasin comme trait d'union. Tout à fait. Alors déjà, c'est très important de savoir que le Japon est un pays qui maîtrise et qui a une vraie connaissance de la culture sarrasin. De toute façon, le sarrasin, c'est aussi une plante qui est originaire de l'Asie. Mais les Japonais maîtrisent parfaitement, et il y a une culture du sarrasin du nord jusqu'au sud du Japon. C'est-à-dire que c'est un produit qui est complètement, on va dire, qui est parfaitement maîtrisé, qui est donc commercialisé sous forme de nouilles, qui s'appelle les soba, qui est consommé du nord au sud. Et qui est vraiment une cuisine, on va dire, hebdomadaire. Hebdomadaire. Voilà. C'est leurs fondamentaux. Tout à fait. Comme nous en Bretagne, pour la galette. Pour la galette, voilà. Il y a le poisson également, dites-vous. Alors le poisson, on connaît bien sûr, le Japon consomme, les Japonais consomment beaucoup de poissons, et pas uniquement cru, parce qu'effectivement là, on a vécu chez nous, je crois, un grand phénomène de mode sushi, oui. Alors qu'au Japon, le sushi n'est pas non plus une cuisine qu'on consomme au quotidien. C'est un plat qu'on peut... Effectivement, aujourd'hui, il est abordable, je dirais à toute personne. Ce n'est pas une question de moyens financiers. Tout le monde peut aller manger sushi. Sauf qu'au Japon, on ne consomme pas du sushi tous les jours. Ouais. C'est un plat qu'on consomme une fois de temps en temps. Mais on mange essentiellement du poisson cuit. Alors c'est intéressant ce que vous dites ici, parce que je disais récemment, et certaines personnes ici présentes l'ont peut-être vu également passer, il semble qu'en France, on soit sur la fin d'un cycle et que le sushi soit passé de mode. Et je disais récemment dans un Figaro, je crois me souvenir, l'analyse suivante. Vous, c'est intéressant parce que c'est bien le pont entre la Bretagne, le littoral, l'océan, la pêche, les coquillages, et bien évidemment Armor Arquat, également la farine, le sarrasin, et toutes les recettes que vous développez dans l'ouvrage. C'est bien la Bretagne et le Japon, et non pas la France et le Japon. Parce que je lisais récemment une étude comme quoi la France resterait traditionnellement un pays paysan, de paysannerie, de terroir, là où le Japon a toujours été effectivement un pays de pêche. Tout à fait. Et d'où la fin du sushi en France, qui finalement est en train de connaître une fin de cycle. Je pense que le sushi, moi j'ai travaillé dans un restaurant japonais, dans un des premiers sushi bars d'Europe en Suisse, il y a déjà quelques années, c'était donc il y a 25 ans. Donc je travaillais dans un restaurant japonais, et donc c'était le premier sushi bar d'Europe, un des premiers sushi bars d'Europe. Donc effectivement le sushi a eu un moment, je dirais, a subi un phénomène de mode. Mais moi, ma cuisine aujourd'hui, je refuse. Je pense que notre cuisine, il faut la transmettre, la partager. La galette, ce n'est pas moi, au Japon, en fait, on l'a vraiment présenté avec notre culture, notre savoir-faire, avec nos convictions. Mais ce n'est pas une cuisine de mode, parce que la mode ne dure pas. Donc, moi, je suis complètement, je suis à l'opposé. Je ne suis pas un surfeur. Je ne suis Voilà, je pense qu'aujourd'hui, notre cuisine peut être un vrai phénomène social, c'est-à-dire que c'est un produit qui peut se partager au grand public, avec une vraie identité, avec l'envie de partager une culture, une histoire. Voilà. Alors rapprochez bien le micro, Bertrand. Alors justement, qualité des produits, sélection des artisans, totale transparence donc dans la traçabilité, mais également dans la façon d'élaborer d'ailleurs les plats. Je pense notamment aux japonais tels que vous l'avez voulu au premier étage de votre crêperie à Cancale. La cuisine n'est pas un jeu télé. J'ai lu ça dans une de vos interviews. Évidemment, à l'heure de ce phénomène de mode des États-Unis jusqu'à l'Europe autour du coaching, vous devez alors quoi, grimacer, ricaner, être un petit peu cynique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très content que les jeunes s'intéressent maintenant à toutes ce phénomène nouveau, de télé-réalité. Moi, je suis content que les jeunes s'intéressent à la cuisine. Et tant mieux maintenant, dans notre métier, il s'avère qu'on travaille autrement. Je dirais qu'on travaille déjà sur, quand on ouvre un restaurant, on souhaite ouvrir un restaurant pour une durée, assez. C'est un modèle économique, donc il faut une cuisine, il faut une qualité, et puis on peut gérer que sur le long terme. Donc,
bon, ça me fait sourire, mais je respecte. Et ça permet de remplir en tout cas les classes de tous les lycées hôteliers de France, et tant mieux. D'ailleurs, vous-même, vous êtes passé par le lycée hôtelier de Dinard. Voilà. Tout à fait. Décret pris, quel que soit le concept décliné au Japon. On va bientôt revenir également sur votre envie de vous installer, de percer à New York. Un Japonais qui a gagné une étoile, est-ce qu'il a toujours son étoile d'ailleurs à Cancale? On est toujours étoilé, oui. Vous êtes toujours étoilé, bravo. Et vous disiez, il se porte bien le Japonais à Cancale. Ouvrir un Japonais à Cancale, quand c'est Karen, de mémoire, il doit y en avoir 2. Des vrais Japonais, hein, oui, des purs et des durs. Mais bon, moi je l'ai créé parce que simplement, je dirais, un retour un peu... moi, le Japon m'a permis de bâtir déjà... m'a permis de m'enrichir sur le plan culturel. Moi, j'avais tout simplement envie de présenter le Japon dans mon pays et à Cancale, parce que c'est vraiment... on a donc un garde-manger exceptionnel entre les produits de la mer, de la terre, et donc j'étais très content de pouvoir rester à Cancale, sur le port de Cancale. Et qui vit sa vie. Et qui vit sa vie. Bon, effectivement, une étoile, ça peut paraître aussi dans d'autres métiers. On a le sentiment que pour ouvrir un restaurant étoilé, il faut avoir une brigade de cuisiniers, une brigade de serveurs, un sommelier. Nous, on a obtenu une étoile avec 4 employés. Voir une certaine étiquette, même si le guide, c'est un peu apprend à se démocratiser ou à se décoincer, du nappage, un certain type de vaisselle, de verrerie. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je suis très sensible à l'art de la table, parce qu'au Japon, je suis bien sûr... je suis passionné par la céramique japonaise, par l'art de la table, par l'esthétique. Mais en tout cas, on peut ouvrir un restaurant et avoir une étoile avec 4 employés. Voilà, c'est simplement le message que je voulais passer. Eh bien, bravo. Alors, lorsqu'on a communiqué en amont via, bien sûr, les canaux de communication sur cette rencontre avec Bertrand, c'était à la fois, bien sûr, revenir sur la typicité d'une certaine région, de votre cuisine, la saga au Japon, la façon dont également, vous ramenez également l'Asie et le Japon à Cancale. C'était l'aspect, donc, développement économique, en même temps un traceur, comme vous le dites, donc une vraie volonté de garder les fondamentaux. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, déjà à ce point de l'interview avec Bertrand Larcher? N'hésitez pas sur ce qui vient d'être dit. Car bien sûr, j'ai des questions sous le coude, mais l'intérêt des rencontres dédicaces, c'est que vous puissiez également aborder tel ou tel point et creuser tel ou tel sujet. Vous n'hésitez pas à vous manifester. Est-ce qu'il est facile, Bertrand, de s'implanter au Japon, ou est-ce que c'est compliqué? Là, c'est le côté un peu plus business. C'est compliqué parce que déjà, il faut des moyens, c'est important. Il faut aussi avoir une parfaite connaissance de l'administration japonaise. Donc, quand j'étais marié, ma femme est japonaise, donc bien sûr, ça a facilité pas mal de travail sur le plan administratif. Cela étant, donc, le Japon, c'est un pays où il y a beaucoup de restaurants, il y a une grande concurrence, hein, mais je dirais en toute la restauration, je dirais, confondue. La cuisine western, elle est principalement, on va dire, elle est là-bas, on va dire, spécialement, on va dire, présente et identifiée par la cuisine italienne, qui dans tous les pays du monde, je dirais, est vraiment majeure, c'est-à-dire la pizza, la pasta, enfin des pâtes. Nous, en cuisine française, on est souvent, il y a une image de cuisine un petit peu élitiste, avec des grands restaurants, des grands chefs, qui pour moi n'est pas encore assez suffisamment, on va dire, une cuisine qui est assez, on va dire, répandue et démocratisée. Donc je pense qu'il manque aujourd'hui des enseignes, moi en toute modestie, mais je pense qu'on a réussi, nous, avec la plantation de crêperie, à démocratiser la cuisine française au Japon. Donc, ça, c'était déjà ma première fierté, et j'étais très content de pouvoir en plus présenter la cuisine de ma région dans ce pays. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de pays où la cuisine française, on pense principalement et essentiellement aux enseignes, on va dire, aux belles enseignes que je respecte énormément, bien sûr. Alors, votre prochaine envie, c'est donc d'aller à la conquête de la côte est américaine, où c'est vrai, il y a toujours un petit peu un poste avancé de l'Europe à New York. New York, c'est plus l'Europe que l'Amérique profonde. Les Italiens y sont, il y a différentes ethnies, la cuisine y est très très variée. C'est très compliqué de s'installer à New York. Les startups qui s'y essayent, quelquefois s'y cassent les os, s'y brûlent les ailes. Même les vieilles charrues rêvent de faire une déclinaison à New York. Enfin bref, il n'y a pas un Breton et un Français qui n'ait pas envie un moment dans le business de passer par New York. Alors, est-ce que vous avez un scoop à nous révéler aujourd'hui? Alors, modestement, déjà, on va essayer de s'installer à Londres. Déjà. Londres, d'accord. C'est très proche de chez nous et je pense que ça vaut la peine puisque c'est la 5e ville française en termes de population, je dirais. On va déjà essayer un peu de tester et on espère séduire la clientèle anglaise et française à Londres avant de rêver de s'installer à New York. Mais effectivement, ce sont deux marchés complètement différents.
mais New York, j'y suis allé la semaine dernière plusieurs fois, et effectivement, c'est un pays où j'ai toujours rêvé. À l'âge de 20 ans, j'ai toujours rêvé d'aller m'installer là-bas. Qui n'a pas envie à un moment de s'y poser. Donc l'Angleterre, un petit peu comme les comédies musicales, elles sont testées d'abord à Londres avant d'arriver sur Broadway, il faut le savoir. Et ce qui marche à Londres peut marcher en théorie à Broadway. Ouais, mais c'est deux marchés différents. Je dirais qu'il faut rester modeste. Londres, c'est vraiment un marché... voilà, déjà, je pense qu'on peut s'appuyer sur cette communauté française, déjà très important. New York, c'est différent, c'est un autre marché. On va y aller avec d'autres, peut-être... d'autres ambitions, et peut-être là-bas, comme vous le savez, c'est un pays qui vit, la mode là-bas est vraiment, on va dire, on vit beaucoup, c'est un monde qui vit beaucoup, qui sort beaucoup sur les modes. C'est vrai. Et on va essayer d'implanter la cuisse bretonne, et surtout peut-être, surtout c'est très important, travailler l'aspect nutritionnel, parler introduire une cuisine, sarrasin, sans gluten, la pomme, c'est la ville de la pomme, Apple, donc c'est Apple. C'est vraiment, New York, c'est le symbole et la ville de la pomme, donc j'espère qu'on va pouvoir séduire la clientèle américaine avec nos cidres et notre Eh ben voilà, j'y pensais, transition toute trouvée grâce à vous, Bertrand. C'est qu'effectivement, dans Un Figaro et vous, qui est un encarté quotidien dans le Figaro hebdomadaire, le 14 janvier dernier, il y avait un très bel article, une pleine page, faites fort, hein, faire descendre ou venir à Cancale des journalistes parisiennes pour une dégustation autour du cidre. Bon, il y avait du beau monde, hein. Il y avait Bordier pour les beurres bien connus, il y avait Rollinger bien évidemment, il y avait vous, il y avait également des producteurs de cidre, le chef Olivier Rollinger, le sommelier Éric Baumard, le crépier Bertrand Larcher et le beurrier Jean-Yves Bordier se sont réunis le 9 janvier à Saint-Malo lors d'une dégustation organisée pour le Figaro. Et effectivement, votre envie aujourd'hui, c'est de défendre plus que jamais le cidre, la pomme, le cidre. Vous déplorez qu'au mieux, il y ait quoi? 2 cidres présentés dans certains établissements, mais qu'il n'y ait pas de carte du cidre. Alors ça, ce sont mes origines. Hein. Bon, je suis fils de paysan, et effectivement, on a toujours, à la ferme, on a toujours consommé du cidre. Bon, après, bien sûr, j'ai fréquenté l'école hôtelière et appris, le logis, voilà, les vins, mais je suis vraiment, très triste de ne pas, je trouve qu'en Bretagne, on n'a pas suffisamment laissé de... Je suis déçu que les restaurateurs ne présentent pas avec fierté du cidre à la carte. Alors ça, c'est bon, ce sont mes sentiments. Moi, à 10 000 km, j'ai l'ambition et en plus la fierté de promouvoir le cidre. Je ne sais pas pourquoi en Bretagne, on a une certaine, je dirais, peut-être un complexe de présenter le cidre. Alors, effectivement, donc j'étais très content, j'ai quelques amis journalistes parisiens, j'étais très content de pouvoir, Éric Baumard est un ami, donc j'étais très content, donc c'est sommelier, c'est le directeur sommelier du Georges V, il est né à Fougères comme moi, et je lui dis, écoute, il faut que tu viennes m'aider parce que le cidre, je pense qu'il mérite sa place, voilà. Parce qu'en tant que fils de paysan, je pense qu'il faut aussi, dans notre métier, supporter cette filière agricole et pouvoir aider ces producteurs, ces paysans qui travaillent au quotidien et puis qui ont aussi leur place dans notre société. Voilà. Et puis surtout, au-delà de cette, j'ai envie de dire, cette empathie naturelle, ou rappelé, fils de paysan, oui. De cette appétence comme cela, il y a surtout des typicités là aussi. Il y a 12 cidriers d'exception, il y en a pas mal du 35, mesdames et messieurs d'ailleurs. Ah, oui. Au Bonheur des Pommes, à la Tremblay, donc ici sur le département. Éric Bordelais également sur le département. Le Quadalbret, bien sûr, Loïc et Morgane Berthelot, qu'on connaît très bien. Il y en a dans le 22, je le connais, moi, celui de Pludien sur Rance, Jean-Yves Prié, père et fils. Il y a encore Florence Loisel, également à Noyal, ici dans le département. Bon, il y en a pas mal dans le département, et un peu partout dans le 22 et le 29. Oui, en même temps, c'est ce que soulignent très bien mes consoeurs et confrères ici, tous les cidres ne se ressemblent pas. Tout à fait. Non, je pense que les cidres, c'est vraiment une culture aussi régionale. Donc il y a une vraie complexité dans tous les cidres. Donc moi j'ai le privilège de connaître beaucoup de producteurs. Je suis importateur distributeur de cidre au Japon depuis 18 ans. Comment ils ressentent le cidre là-bas? Alors ce produit on l'a vraiment présenté, on est le numéro 1 distributeur de cidre au Japon. Mais non, c'est un produit qui n'existait pas. Alors distributeur, c'est qu'on trouve bien en dehors de vos établissements au Japon. C'est-à-dire que je le vends à des grossistes qui vont ensuite
se vendre à des restaurateurs, des bars, des magasins, des luxe. D'accord. On ne trouve pas encore en grande distribution GMS Surtout pas en GMS. D'accord. Uniquement sur table ou comptoir, on est d'accord? J'aime les produits quand ils sont valorisés. Quand ils sont valorisés. Et donc, ils s'y sont faits, ça fait combien de temps? Vous disiez donc que vous avez 18 ans. 18 ans. Alors, est-ce que le japonais s'est donc maintenant accoutumé au cidre un peu, beaucoup, passionnément? J'espère qu'on restera donc premier distributeur de cidre au Japon pendant de longues années. Et je pense que ce produit ne sera pas un produit de... Je dirais qu'on ne plus un produit de mode, mais un produit avec une vraie identité, une vraie culture, un vrai respect. Et qui va être à tout jamais implanté au Japon. Et depuis 18 ans, si ça avait dû être une mode qui se démode, elle aurait eu le temps, je crois. Voilà, mais bon, je continue à travailler. On continue à travailler. Mesdames et messieurs, 20 à 30 minutes d'échange avec nos auteurs avant qu'ils ne soient entièrement à votre disposition pour dédicacer. Je vous le rappelle, hein, donc c'était bien sûr dans le cadre Braise Café, 60 recettes autour des produits du terroir breton par Bertrand Larcher aux éditions de La Martinière. Avant que Bertrand ne soit donc entièrement à votre écoute, est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? On a vu le développement donc d'une marque, d'autres enseignes, l'acculturation des territoires, les ponts entre le Japon et Cancale, la démarche d'honnêteté, de transparence, de sincérité de Bertrand Larcher, ses envies d'aller également sur d'autres territoires. Eh bien, applaudissements pour Bertrand Larcher. Merci Bertrand. Et il se tient à votre disposition depuis le Forum du Livre. Merci. Bon après-midi.